Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer une série d'histoires historiques fascinantes mais tragiques. Des secrets sombres aux mystères inquiétants, ces histoires bouleversantes ont été façonnées par l'injustice, la maladie et des coups du sort cruels. Rejoignez-moi pour explorer tout cela et plus encore. Pour notre première histoire, Kusato Joesui, nous allons dans le New Jersey, aux États-Unis, au tournant du XXe siècle au XXe siècle. Grace Fryer est née le 14 mars 1899 à Orange, dans le New Jersey. Son père, Daniel Edward Fryer, travaillait comme représentant syndical et sa mère était Grace Malton Gilbert. Sa famille était très nombreuse puisqu'elle avait 10 frères et sœurs, mais les informations sur son enfance sont rares. Cependant, un article de journal indiquait qu'elle n'avait pas été choyée ni élevée à penser d'abord à son propre bonheur. Le 4 avril 1917, les États-Unis ont rejoint la Première Guerre mondiale. 2 de ses frères ont été envoyés au front et, face à cela, Grace voulait aider sa famille et l'effort de guerre autant qu'elle le pouvait. 4 jours plus tard seulement, elle réussit à trouver du travail comme peintre de cadran à la United States Radium Corporation dans sa ville natale d'Orange, dans le New Jersey. C'est à cette époque que la United States Radium Corporation produisit en masse Landark, une peinture phosphorescente de haute technologie inventée en 1902 par William G. Hammer. Celle-ci fut largement utilisée parmi les fantassins, car ils pouvaient désormais lire leurs cadrans militaires et leurs montres bracelets la nuit. De plus, la peinture était également utilisée dans de nombreux articles ménagers tels que les interrupteurs, les numéros de maison et les yeux de poupée. Malgré les inquiétudes croissantes concernant la santé, United States Radium affirmait que leur peinture était absolument inoffensive en de si petites quantités. Cela pouvait être vrai pour ceux qui achetaient leurs produits, mais on ne pouvait pas en dire autant des ouvrières qui étaient exposées en permanence au radium. Contrairement à d'autres entreprises employées de l'époque, United States Radium était plus qu'heureuse d'employer des femmes dans son personnel. En réalité, leur équipe de peintres était composée presque entièrement d'adolescentes. Eh bien, leurs mains stables étaient gelées parfaites pour ce type de travail. De plus, leur salaire était environ 3 fois supérieur à ceux d'un emploi d'usine standard, ce qui signifiait que ces filles faisaient partie des ouvrières les mieux payées du pays. À cause de cela, on le décrivait comme le métier d'élite pour les jeunes filles issues de milieux modestes. La rémunération n'était pas le seul atout de ce travail. De nombreuses jeunes femmes travaillaient ensemble dans un atelier avec leurs amies et sœurs. Pendant un certain temps, Grace a travaillé avec sa petite sœur Adélaïde, mais elle était très extravertie et, comme elle parlait trop, elle a fini par se faire renvoyer. Dans l'atelier, on leur demandait de peindre délicatement de l'undark sur les lignes de minuscules cadrans. Ce travail demandait beaucoup de précision, donc les ouvrières, y compris Grace, suivaient les techniques qu'on leur avait enseignées. L'une de ces techniques s'appelait le pointage des lèvres. Après quelques coups de pinceau, un pinceau avait tendance à perdre sa forme. Ainsi, on encourageait les femmes à utiliser leurs lèvres pour garder la pointe du pinceau fine et propre. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elles mettaient le pinceau entre leurs lèvres, elles avalaient une petite quantité de peinture lumineuse et sans goût. Et comme nous allons le voir, les conséquences étaient dévastatrices. Certaines jeunes femmes ont demandé si la peinture pouvait leur faire du mal, d'une manière ou d'une autre. Les responsables ont répondu que ce n'était pas dangereux et qu'elles n'avaient pas à avoir peur, leur assurant que le seul effet secondaire de la consommation de petites quantités de peinture était d'avoir les joues roses. À l'époque, beaucoup de gens pensaient qu'une petite quantité de radium était en fait bénéfique pour la santé. Il était même commercialisé comme un élixir médical pour traiter toutes sortes de maladies. Pour s'amuser, beaucoup de jeunes filles peignaient leurs robes, leurs ongles et même leurs dents avec la peinture phosphorescente afin de briller la nuit et de se démarquer de la foule. Les jeunes adoraient la luminosité que dégageait la peinture. Finalement, beaucoup d'ouvrières se sont même mises à briller dans le noir. C'était un terrible signe, mais elles l'ignoraient sans doute. Ces pauvres ouvrières furent plus tard connues sous le nom de Filles Gulst.
Bien que la communauté scientifique et United States Radium connaissant les dangers de cette substance, ils n'ont rien fait concernant la désinformation et les conditions auxquelles leurs ouvrières étaient confrontées dans l'atelier. Cela s'expliquait par le fait que la Radium Company finançait des recherches suggérant les effets positifs de petites quantités de radium, ce qui amenait les journaux à affirmer que cela ajouterait des années à notre vie. Alors que les scientifiques dans The United States Radium prenaient seules les précautions nécessaires lorsqu'ils travaillèrent avec la peinture, comme utiliser des écrans en plomb, des pinces au lieu et porter des tabliers en plomb, les ouvrières et Temenchitsan étaient complètement négligées et laissées aux effets de l'empoisonnement au radium. Après des années passées à travailler à l'usine, tout semblait assez normal. Mais ensuite, en 1922, Molly Maggio, l'une des collègues de Grace, a dû quitter son travail parce qu'elle était malade, mais elle n'avait aucune idée de ce qui n'allait pas chez elle. Au début, elle avait mal aux dents, puis plusieurs de ses dents ont commencé à tomber. Peu de temps après, elle a ressenti des douleurs atroces, ce qui l'a empêchée de marcher. Malgré cela, les médecins affirmèrent qu'elle n'avait rien. Par la suite, elle a perdu toutes ses dents ainsi que sa mâchoire, que le dentiste a simplement retiré de sa bouche. Le corps de Molly était détruit par un empoisonnement au radium et, en septembre 1922, seulement 8 mois après sa première rage de dents, elle est morte. Molly fut la première des ouvrières à peindre les cadrans à décéder, mais son cas n'était pas unique. Peu de temps après sa mort, Grace, comme beaucoup d'autres ouvrières, à peindre les cadrans, souffrait de graves problèmes osseux, en particulier à la mâchoire. Il ne fallut pas longtemps avant que d'autres ouvrières à peindre les cadrans ne décèdent, et ce, en succession rapide. Ces morts mystérieuses ont entraîné une baisse d'activité pour United States Radium. Craignant cela, ils ont lancé une campagne de désinformation et ont dissimulé la cause de ces maladies et décès mystérieux. De plus, ils ont coopéré avec des médecins afin que la cause du décès soit attribuée à la syphilis. Cela a terni la réputation des femmes et a permis à United States Radium de nier toute forme de responsabilité. Dans l'espoir de réfuter tout lien entre la profession de peintre de cadrans et les maladies mystérieuses, en 1924, ils ont chargé la professeure de physiologie de Harvard, Cecil Drinker, d'étudier les conditions de travail dans l'usine. Les conclusions de Cecil Drinker étaient exactement à l'opposé de ce qu'ils attendaient. Il a confirmé les liens supposés entre le radium et les décès mystérieux des femmes. Le président de la société était outré et a de nouveau tenté de dissimuler ses résultats. Pour tenter de préserver la réputation de United States Radium, il a ensuite financé de nouvelles études qui n'ont trouvé aucun lien entre le métier de peintre de cadrans et les décès mystérieux. En 1925, la santé de Grace commença à se détériorer. Sa mâchoire devenait de plus en plus faible. Elle souffrait de plus en plus et sa colonne vertébrale s'est effondrée, l'obligeant à porter un corset dorsal en acier. Son médecin pensait qu'il était possible que ces graves problèmes de santé aient un lien avec son ancien emploi. Grace était une fille très intelligente et, après avoir vu ce qui était arrivé à beaucoup de ses collègues, elle a exploré le lien potentiel. Elle a ensuite consulté un spécialiste nommé Frederick Flynn pour examiner ses problèmes de santé. Malgré tous les signes évidents et ce que son médecin lui avait dit, Flynn a affirmé que son état n'avait aucun rapport avec son ancien travail. Pourtant, il y avait une bonne raison à cela. Flynn n'était pas un spécialiste, il n'était même pas médecin. Il était toxicologue et travaillait pour United States Radium. La même année, le premier employé masculin de United States Radium est mort de cause inconnue, tout comme beaucoup des fiers du radium. Enfin, des experts ont finalement pris les choses en main et ont enquêté pour comprendre ce qui se passait réellement. Le rapport original du Dr Drinker avait été étouffé et était limité à la connaissance de la communauté scientifique. À cause de cela, les filles du radium ont eu du mal à réfuter la croyance largement répandue selon laquelle de petites quantités de radium étaient sans danger. Ensuite, un médecin nommé Harrison Martland a prouvé une bonne fois pour toutes que ces maladies étranges et ces décès étaient bien causés par un empoisonnement au radium. Grâce à des tests, il a découvert les graves dommages irréversibles causés par le radium lorsqu'il se trouvait à l'intérieur d'une personne.
C'était parce que le radium ingéré émettait constamment des radiations. Cela créait à son tour des trous à l'intérieur des os, détruisant les ouvrières de l'intérieur. Martline s'est vite rendu compte que l'empoisonnement était fatal. Les filetés du Golfe qui se retrouvèrent à briller la nuit s'avèrent désormais que leur mort était certaine. Grace Fryer est alors devenue la force motrice derrière le procès intenté contre United States Radium. Malgré le fait que les risques graves pour la santé soient désormais mieux connus, partout aux États-Unis, des peintres de cadran étaient encore employés. Grace pensait dès qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, mais elle avait une bonne raison d'intenter ce procès. Elle a dit « Ce n'est pas pour moi. Je m'en soucie. Je pense surtout aux centaines de jeunes filles pour qui cela pourrait servir d'exemple. » Le problème, c'est que l'industrie du radium était puissante et qu'ils ont même essayé de discréditer la découverte évidente de Martline. En conséquence, pendant 2 ans, de nombreux avocats ont refusé l'affaire. Malgré ses revers, sa persévérance et son intelligence ont finalement attiré l'attention d'un jeune avocat nommé Raymond Berry, qui était prêt à prendre l'affaire en main. Il a intenté un procès contre United States Radium, représentant Grace et 4 autres peintres de cadran, réclamant 250 000 $ de dommages et intérêts pour chacune d'elles. Une bataille juridique s'ensuivit. Grace et ses collègues faisaient toile à une des journaux nationaux et, peu de temps après, elles se sont retrouvées au centre d'un scandale judiciaire international. La santé des femmes se détériorait rapidement et la lenteur du système judiciaire n'aidait en rien. En janvier 1928, elles ont comparu pour la première fois devant le tribunal. À ce moment-là, Grace n'avait plus de dents, ne marchait plus et portait un corset dorsal pour s'asseoir. Pourtant, les journalistes la décrivaient toujours comme jolie. Les autres filles du radium étaient dans des conditions similaires, voire pires. 2 d'entre elles étaient même alitées. L'audience suivante a eu lieu en avril, mais toutes les filles du radium étaient trop malades pour y assister. Le juge a alors décidé de reporter l'affaire jusqu'en septembre, car de nombreux témoins étaient en vacances en Europe. Cette décision a provoqué une forte réaction négative, un rédacteur en chef la qualifiant de parodie de justice. Cette indignation a aidé les filles du radium car l'audience a été reprogrammée pour début juin. Cependant, le temps pressait. United States Radium jouait la montre et essayait de faire traîner les procédures illégales. De plus, certaines des femmes n'avaient plus que 4 mois à vivre. Quelques jours avant l'audience, Berry a obtenu un règlement à l'amiable. Désespérées, les filles du radium ont accepté à contre-cœur. Elles n'avaient pas vraiment le choix et leur temps était compté. Chaque femme a reçu 10 000 $ et toutes leurs dépenses médicales et juridiques ont été prises en charge. Bien que la somme soit nettement inférieure à ce qu'elles espéraient obtenir, Grace avait atteint son objectif principal. Comme elle l'avait prévu, elle a attiré l'attention sur l'empoisonnement au radium et l'exploitation au sein de l'industrie du radium. Le 27 octobre 1933, Grace Fryer est décédée dans sa ville natale du New Jersey à l'âge de 34 ans. Même si les efforts des Radium Girls du New Jersey se sont soldés par ce qui pourrait être vu comme une défaite, cela a profondément impacté l'industrie du radium et les droits des travailleurs à l'échelle nationale. Les Radium Girls du New Jersey ont inspiré d'autres. Une peintre de cadran qui a lu leur histoire dans le journal était une femme appelée Catherine Wolfe Donoghue, originaire de l'Illinois. Après avoir vu ce qui avait été accompli, elle a entamé sa propre bataille judiciaire au milieu des années 1930 contre l'entreprise de l'Illinois, Radium Dial. Tout comme United States Radium, ils ont nié toute responsabilité, menti et tenté de dissimuler tout lien entre leur emploi et les décès liés au radium. Ils sont même allés jusqu'à interférer avec les autopsies afin de cacher la vérité. Bien que Catherine cherchait à obtenir justice en raison de ses graves problèmes de santé causés par les conditions chez Radium Dial, elle a été rejetée pour avoir poursuivi en justice l'une des rares entreprises encore debout pendant la Grande Dépression. En 1938, son affaire a finalement été portée devant les tribunaux et grâce à son témoignage depuis son lit de mort, elle a remporté le procès. Cette victoire n'était pas seulement pour elle-même, mais pour les travailleurs exploités à travers tout le pays. Catherine est décédée peu de temps après.
le 27 juillet 1938 à l'âge de 35 ans. Ces affaires ont mené à des réglementations qui ont sauvé des vies, obligeant enfin les entreprises à assumer la sécurité de leurs employés. Grâce au courage, à la détermination et au sacrifice de Grace Fryer, Catherine Donaku et des autres Pionrai, Schlutant, Sekete et Zibur Fibre du Radium, les normes de sécurité industrielle aux États-Unis ont été considérablement renforcées, ce qui a sans aucun doute sauvé d'innombrables personnes d'un sort similaire. À ce jour, les phalanges fantômes francs brillent encore dans leur cercueil à cause du radium incrusté dans leur sauce. Nous nous rendons en Angleterre pour évoquer les jumelles de la haute société disparues prématurément. Lady Jacqueline Mary, Alva Montagu et Lady Alice Eleanor, Louisa Montagu sont toutes deux nées le 27 novembre 1879. Elles étaient les deuxième et troisième enfants de George Montagu, vicomte Mandeville, et de Consuelo Montagu, née Nagar. Les jumelles avaient un frère aîné, William, futur 9e duc de Manchester. Les sœurs jumelles sont nées dans l'une des familles aristocratiques les plus éminentes de la Grande-Bretagne victorienne. Leur père, George, était le fils du 7e duc de Manchester et deviendrait lui-même le 8e duc en 1886, alors que ses filles n'avaient que 10 ans. Leur mère venait également d'une famille très réputée. Son père était Don Antonio Modesto Isnagar, un homme d'affaires issu d'une lignée de riches cubains qui avaient dirigé des plantations de sucre sur l'île pendant des générations. Cependant, ils ont transféré leurs intérêts commerciaux et politiques aux États-Unis lorsque l'Empire espagnol en Amérique s'est effondré dans la première moitié du XIXe siècle. Consuelo est ainsi devenu l'un des premiers exemples de ce que l'on appelle généralement les princesses dollars ou héritières dollars, les filles de riches hommes d'affaires américains qui étaient mariés aux fils des grandes familles nobles britanniques. La famille américaine a ainsi noué des liens avec la noblesse britannique, élevant son statut social, tandis que les aristocrates britanniques obtenaient une entente en Macon, une importante injection de liquidités à une époque où de nombreux ducs, comtes et lords étaient accablés de dettes accumulées après des années de vie fastueuse. Ainsi, Jacqueline Marie et Alice Eleanor, ou May et Nell, comme les appelait leur famille, sont nées d'un mariage de convenance entre une mère cubano-américaine et un père aristocrate britannique. Comme nous allons le voir, ce mariage, qui n'était qu'une transaction sociale et financière, allait avoir des conséquences négatives sur May et Nell au fur et à mesure qu'elles grandissaient. Les débuts de May et Nell furent assez chaotiques pour des enfants aristocrates dans la Grande-Bretagne victorienne. Au début, elles vivaient entre les propriétés anglaises de la famille Montagu, passant du temps tantôt à Londres, tantôt au château de Kimbolton dans le Cambridgeshire. Cette maison de campagne était le siège de la famille Montagu, un château doté d'une riche histoire remontant jusqu'au XVIe siècle, lorsque la reine Catherine d'Aragon y avait passé ses dernières années après son divorce avec le roi Henri VIII. Leur vie a cependant été bouleversée alors qu'elles n'avaient que 4 ans, lorsque leur grand-père, le 7e duc de Manchester, a exilé son fils et sa famille en Irlande. Là, ils vivaient sur le domaine du château de Tantrigu, situé dans le comté d'Armagh, au sud d'Ulster. Cela était dû au mode de vie imprudent de leur père à Londres, où sa consommation d'alcool, ses jeux d'argent et d'autres activités l'ont rapidement amené à dilapider la grande majorité de la dot de 6 millions de dollars que Consuelo avait apporté au mariage. Pour mettre ses dépenses en perspective, cet argent qu'il a dépensé en seulement quelques années équivaut à plus de 170 millions de dollars aujourd'hui. On se demande ce que les deux filles ont dû ressentir en vivant dans un pays où des familles comme les Montagu étaient aperçues comme des seigneurs étrangers ayant supplanté la population irlandaise catholique romaine, et où elles devenaient en fait de plus en plus conscientes de la relation contrariée entre leur mère et leur père, dont le mariage était loin d'être heureux. La situation des sœurs jumelles changea de nouveau en 1890, lorsque la mort de leur grand-père entraîna le retour complet de la famille en Angleterre et que leurs parents prirent les titres de duc et duchesse de Manchester à Kimbolton. Leur relation avec leurs parents aurait été étrangement distante.
Le duc et la duchesse partageaient vraiment de plus en plus leur temps entre Kimbolton et Londres, la mère s'investissant dans des œuvres caritatives, tandis que May et Nell étaient confiés à des nourrices, précepteurs et autres domestiques. C'est pendant cette période qu'il est devenu évident que Nell était malade de ce qu'on appelait à l'époque la consomption, mais que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de tuberculose. Connue à la fin du XIXe siècle sous le nom de mort blanche, elle était devenue l'une des maladies les plus mortelles du monde occidental à l'époque, ayant lentement émergé à partir du XVIIe siècle pour remplacer la variole comme le cancer de son temps. La maladie est une affection respiratoire qui touche principalement les poumons au début, avant que la défaillance du système respiratoire n'entraîne un affaiblissement des muscles et du corps, d'où le nom de consomption, comme si le corps s'était lentement consumé. Au moment où il était devenu évident que Nell en souffrait, près de 25% de tous les décès prématurés dans des pays comme la Grande-Bretagne étaient dus à la tuberculose. Cette maladie infectieuse est causée par des bactéries et se propage d'une personne à l'autre par voie aérienne lorsque des personnes atteintes de tuberculose active aux poumons toussent, crachent, parlent ou éternuent. On pense généralement que May souffrait également de tuberculose, donc elle a peut-être été contaminée par sa sœur, même si elle n'en a jamais reçu le diagnostic officiel. Nell et May ont peut-être eu des symptômes comme une toux chronique avec du sang dans le mucus, fièvre, sueur nocturne et perte de poids. La tuberculose peut également infecter d'autres organes et cela peut provoquer une variété de symptômes. Les jumelles ont fêté leur 15e anniversaire en novembre 1894. À cette époque, elles étaient, pour citer un contemporain proche, Sir Shane Leslie, les deux filles les plus belles et délicates qu'on puisse imaginer. Malheureusement, elles ne fêteraient pas leur 16e anniversaire ensemble. Le 15 mars 1895, May est morte. Elle n'avait pas été officiellement diagnostiquée comme étant atteinte de la tuberculose, et donc la cause de sa mort reste non confirmée, bien qu'on suppose qu'il s'agissait de la tuberculose. Certains récits avancent que la cause de son décès serait le paludisme, bien que cela ne soit pas du tout clair. S'il y avait une raison pour laquelle on soupçonnait que May était morte du paludisme, c'est parce que la famille était en vacances en Italie à ce moment-là. Bien qu'il soit difficile de l'imaginer aujourd'hui, à une époque antérieure à l'aviation, lorsque les gens quittaient réellement l'environnement climatique dans lequel ils vivaient, il était assez courant que des personnes venant d'Europe du Nord tombent malades du paludisme en voyageant en Méditerranée. Donc, il n'est pas impossible que May soit morte de cela, même si la tuberculose reste la cause de décès la plus probable. La mort de May a malheureusement provoqué une sorte de rupture entre sa mère et l'une de ses plus anciennes amies, Alva Smith Vanderbilt. Au moment de la mort de May, le mari d'Alva, William Vanderbilt, se trouvait en Méditerranée avec les Montagu et a organisé le rapatriement du corps de May en Angleterre sur son yacht. Lorsque Alva l'a appris, elle a soupçonné que son mari et sa meilleure amie avaient une liaison. Ainsi, l'incident est venu s'ajouter à la tragédie de Consuela à cette époque. Même si Nell souffrait de tuberculose, elle a continué à vivre normalement après la mort et les funérailles de May. À l'hiver 1898, elle a fait ses débuts dans la haute société à la fois à Londres et aux États-Unis, juste avant son 19e anniversaire. Après sa présence aux événements à New York en novembre de cette année-là, les journaux la qualifièrent de la plus admirée des beautés de la dernière saison londonienne et la décrivirent comme exquise de beauté. Pourtant, l'entrée de Nell dans la haute société et sa découverte de la vie normale d'une jeune femme allaient être bien trop brèves. Après son séjour à New York et aux États-Unis, elle et sa mère se rendirent à Sainte-Moritz, en Suisse, une ville célèbre depuis des siècles pour ses eaux de source curatives. Elles étaient ici à la fin de 1898 et Nell allait passer une grande partie du reste de sa vie là-bas. Les rapports de l'époque opposaient un peu sa santé fragile à sa grande beauté, notant ses cheveux châtains dorés étincelants et sa joie de vivre générale. Malheureusement, sa santé se détériorait fortement à cette époque. Au cours des mois de printemps et d'été, sa mère fit appel à de nombreux médecins pour s'occuper d'elle.
Tous recommandaient Jmahaman le repos et qu'elle reste dans un climat sec, sans retourner aux conditions plus humides de l'Angleterre. Cependant, les choses ne s'améliorèrent pas. Au début de l'année 1900, il était évident qu'elle était en train de mourir. Dans les mois précédant sa mort, la famille et les amis sont venus lui rendre visite dans les refuges alpins où elle vivait pour lui rendre un dernier hommage. Nell est décédée le 10 janvier 1900 à seulement 20 ans. Son décès a été largement rapporté avec le New York Times en Amérique et des publications telles que The Times à Londres qui ont relayé l'histoire dès le lendemain. Aussi loin qu'en Nouvelle-Zélande, sa vie et sa mort furent rapidement rapportées. Un passage pertinent de l'Otago Daily Times donne une idée de la profondeur du chagrin causé par sa disparition, d'autant plus qu'elle est survenue peu de temps après le décès de sa sœur jumelle. De nombreuses personnes, quant à lui, qui n'avaient en fait jamais vu feu, Lady Alice Montagu, ont ressenti un pincement de regret et de tristesse en apprenant la nouvelle inattendue de sa mort quelque peu soudaine à Davosplatz. Car on s'était tellement habitué à son beau visage en voyant souvent sa photographie ou son portrait dans des journaux illustrés qu'elle semblait toujours être une sorte d'amie personnelle. Lady Alice était en effet l'une des plus jolies jeunes filles que Londres ait vues depuis bien longtemps, et elle possédait non seulement le charme de la traditionnelle beauté du diable, car elle n'avait que 21 ans, mais aussi une douceur d'expression particulière et une amabilité de caractère. Il semble tellement triste de penser qu'elle repose déjà froide dans sa tombe alors que sa vie n'en était qu'au tout début de son printemps. En tant que fille d'une duchesse, Consuela, duchesse de Manchester, et petite-fille d'une autre, la duchesse de Devonshire, chaque famille ayant de nombreuses ramifications, la mort de Lady Alice plongera de nombreuses maisons nobles dans le deuil. La cause du décès était la consomption, ce fléau de la race anglaise qui avait emporté sa sœur jumelle, Lady Jacqueline. Les funérailles de Nell ont eu lieu au palais St. James le 15 janvier. La cérémonie a réuni les principaux nobles britanniques de la fin de l'époque victorienne, dont des membres de la famille royale et du personnel. Par la suite, les restes de Nell ont été transportés au château de Campbellton, où elle a été inhumée aux côtés de sa sœur jumelle. À la suite du décès de Nell, leur mère a décidé de créer un mémorial intemporel à la mémoire de leur vie, bien trop courte. Elle a engagé Louis Comfort Tiffany pour réaliser le mémorial. Bien que Tiffany soit aujourd'hui surtout connu pour ses bijoux, son fondateur était initialement célèbre pour son travail sur le vitrail. À l'église Saint-André, située sur le domaine du château de Kimbolton, la duchesse lui a demandé d'installer un vitrail représentant les deux jeunes filles à partir d'une image d'elles, prise peu de temps avant la mort de May, alors qu'elles étaient adolescentes. L'image éthérée orne toujours l'une des principales fenêtres de l'église Saint-André, témoignage des deux jeunes filles mortes si jeunes. Si les jeunes filles étaient nées seulement 15 ou 20 ans plus tard, il est possible qu'elles ne seraient pas mortes. Déjà dans les années 1890, de nouvelles méthodes de pasteurisation du lait et d'autres substances par lesquelles la bactérie de la tuberculose était régulièrement transmise faisaient leur apparition. Puis la première immunisation réussie contre la maladie a été réalisée en 1906, soit seulement 6 ans après la mort de Nell. Dans les années 1920, les vaccins étaient généralement disponibles, bien que le tournant décisif contre la maladie ne soit survenu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, environ 25% de la population mondiale continue de porter une trace de la bactérie, mais elle est presque entièrement dormante et n'a pas d'impact négatif sur les gens. Ensuite, retournons dans une petite ville de Suède dans les années 1860 où quelque chose de vraiment étrange allait se produire. Carolina Olsen était née le 29 octobre 1861 sur l'île d'Okno, dans le sud de la Suède. Cette île se trouve au large de la côte de Monsteras, une localité de la province de Kalmar, dans le sud de la Suède. L'île est petite, et la seule agglomération importante qui s'y trouve est une ville également appelée Okno. L'emplacement isolé sur une île reculée ne ferait qu'ajouter au mystère entourant l'histoire de la vie d'Olsen dans les années qui suivirent. On sait peu de choses sur la jeunesse de Carolina, et Okna n'était certainement pas le genre d'endroit à susciter beaucoup de scandales ou de sensations au milieu du XIXe siècle.
La famille Olsen était typique de l'île. Le père de Carolina était pêcheur, métier central dans la communauté, et sa mère femme au foyer. Elle était la deuxième aînée de 5 enfants, dans une famille qui parvenait tout juste à subsister dans les conditions d'une communauté de pêcheurs pauvres. Ses 4 frères étaient tous des garçons. Le monde n'aurait jamais entendu parler de Carolina Olson si ce n'était pas pour les événements du 18 février 1876. Ce jour-là, Carolina Olson, âgée de 14 ans, s'est cogné la tête alors qu'elle était sur la glace lors d'une gelée tardive de l'hiver à Ocknoll. Elle a eu mal aux dents immédiatement après. Les communautés rurales isolées comme Ocknoll étaient encore sujettes à des superstitions extrêmes dans la seconde moitié du XIXe siècle, et la famille de Carolina a commencé à croire qu'un sort ou un maléfice lui avait été jeté par une sorcière locale lorsque le mal de dents ne disparaissait pas. Et puis, le 22 février, 4 jours après sa chute, Carolina s'est couchée et, selon tous les témoignages, ne s'est pas réveillée pendant 32 ans. La famille Olson, sans grande surprise, ne savait pas vraiment comment gérer ce nouveau coup du sort. Pour une petite communauté isolée comme celle-ci au XIXe siècle, il n'y avait aucune base de connaissances sur laquelle s'appuyer pour essayer de comprendre ce qui pouvait arriver à la pauvre Carolina. Et la famille était trop pauvre pour pouvoir payer un médecin ou un consultant venant du continent afin d'examiner l'adolescente endormie. En conséquence, ils se sont tournés vers la médecine populaire locale et les conseils de la sage-femme de l'île. La mère de Carolina l'a forcée à boire chaque jour des verres de lait sucré et d'eau dans l'espoir que cela la réveillerait de son sommeil ou, au moins, la maintiendrait en vie jusqu'à son réveil. La communauté d'Ocknoll s'est réunie pour collecter des fonds afin d'engager un médecin qui viendrait évaluer la situation à Ocknoll. Cependant, son expertise médicale n'apporta aucun soulagement. Le médecin conclut que Carolina était dans le coma et, malgré l'usage de sels odorants et de piqûres d'aiguilles afflées pour la stimuler, il ne réussit pas à la réveiller. Il put seulement donner aux Olson une bouteille de tonique, leur recommandant de l'administrer chaque jour pour maintenir son corps pendant son sommeil. Il repartit ensuite, bien qu'il continuât à venir chaque semaine par la suite pour observer la situation. Au fil de ces visites, la situation changea légèrement. Parfois, Carolina aurait été vue assise dans son lit, marmonnant des prières dans une sorte de demi-stupeur, tandis que d'autres rapports affirment qu'elle faisait parfois du somnambulisme. Cependant, Carolina n'a jamais été connue pour atteindre une pleine conscience, même lorsqu'elle commençait à se déplacer. Se rendant compte qu'il n'avait lui-même aucune réponse à l'état de Carolina, le premier médecin qui lui rendit visite commença bientôt à écrire des lettres à des journaux dans toute la Suède, ainsi qu'à des revues médicales de premier plan, dans l'espoir qu'un médecin de Stockholm ou d'ailleurs ayant une formation supérieure à la sienne, lirait le cas de Carolina et aurait peut-être une réponse sur ce qui arrivait à la jeune fille, qui était de plus en plus connue sous le nom de Sovaskampa Ocknoll, ou la dormeuse d'Ocknoll. Bientôt, ces histoires attirèrent d'autres médecins qui arrivèrent à Ocknoll dans l'espoir de résoudre le cas et de réveiller l'adolescente. Mais ils eurent peu de succès. Personne ne put la réveiller, bien que de nombreuses théories sur ce qui se passait circulaient. Certains pensaient qu'elle était dans une sorte d'hibernation particulière. D'autres affirmaient que Carolina souffrait d'un étrange trouble psychologique, bien que la psychologie n'en soit qu'à ses débuts à la fin du XIXe siècle, et que peu de gens émettent des hypothèses sur ce que cela pourrait être. D'autres suggéraient qu'elle était dans le coma ou dans un état de choc profond à cause de quelque chose, tandis que d'autres, plus sceptiques, proposaient qu'elle jouait en réalité la comédie et que toute cette histoire était une supercherie élaborée, orchestrée par Carolina et sa famille. D'autres aspects atypiques de son cas furent aussi notés. Par exemple, malgré son sommeil sans fin, les cheveux et les ongles de Carolina ne semblaient jamais pousser et n'avaient pas besoin d'être coupés, tandis qu'elle semblait également se réveiller périodiquement, mais garder les yeux fermés et murmurer quelques prières avant de retourner se coucher. Ban. Bientôt, les années commencèrent à passer et Carolina restait toujours endormie. Avec le temps, les méthodes pour la réveiller devinrent de plus en plus extrêmes. En 1892, alors qu'elle avait 30 ans et qu'elle dormait depuis 16 ans, Carolina fut emmenée à Oskarshamn, une grande ville du continent dotée de son propre hôpital.
Là-bas, elle fut traitée par électrochoc, mais lorsque cela non plus ne donna aucun résultat, les médecins abandonnèrent effectivement. Elle fut renvoyée à Okno et il n'y eut plus aucune tentative pour résoudre sa situation. Eh bien, toutes les solutions disponibles à la fin du XIXe siècle avaient été épuisées. En 1904, après 28 ans d'hibernation, la mère de Carolina mourut subitement, sans doute épuisée par des années à s'occuper de sa fille calmatos endormie. D'après certaines histoires, Carolina se serait réveillée pour pleurer la mort de sa mère, mais cela pourrait être exagéré. Quoi qu'il en soit, quelques voisines commencèrent à aider à s'occuper de Carolina et veillaient sur elle pendant que son père et certains de ses frères étaient départis sur les bateaux de pêche d'Okno. C'est dommage que sa mère soit morte en 1904 car si elle avait vécu quelques années de plus, elle aurait vu sa fille sortir de son cauchemar. Le 3 avril 1908, à l'âge de 47 ans, un peu plus de 32 ans après s'être endormie pour la première fois, Carolina Olson se réveilla soudainement, à la stupéfaction de son père, de ses 2 frères et des voisins. À son réveil, Carolina apprit que sa mère était morte, tout comme 2 de ses frères qui s'étaient tous 2 noyés en mer au fil des années. Lorsque sa situation lui fut révélée et qu'elle se regarda dans le miroir où elle se reconnaissait à peine, Carolina se mit à pleurer. Compte tenu de ce qui s'était passé au fil des années, son cas suscita désormais une attention massive en Suède et à l'international, car on rapportait de Stockholm à Londres et Paris que la dormeuse d'Okno, dont on se souvenait peut-être dans les journaux 30 ans plus tôt, s'était enfin réveillée. Pour sa part, Carolina accepta de subir une évaluation psychiatrique et des examens médicaux à Stockholm. Au cours de ces examens, il fut déterminé que ses facultés mentales étaient entièrement intactes, tandis qu'elle n'avait pas remarqué le passage de 32 ans et se réveillait effectivement comme si elle était toujours une jeune fille de 14 ans, plutôt que d'avoir 47 ans. Les médecins de l'époque ont noté qu'elle paraissait extrêmement jeune pour son âge, semblant n'avoir pas plus de 25 ans, mais aucun consensus n'a été atteint quant à ce qui lui était réellement arrivé, ni sur l'explication derrière son étrange sommeil de 32 ans. Qu'est-ce qui expliquerait la maladie de Carolina Olson ? Toutes les explications médicales qui ont été avancées à l'époque, qu'il s'agisse d'hystérie, de démence, de coma ou d'un trouble psychologique, ont depuis été écartées. Cependant, une explication possible est qu'elle souffrait d'un cas très grave du syndrome de Klein-Ons. Le syndrome de Klein-Ons est un trouble très rare qui se caractérise généralement par des épisodes de sommeil excessif, ou ce qu'on appelle l'hypersomnolence. Normalement, cela se manifeste par une personne dormant plus de 20 heures par jour, mais dans certains cas, cela peut amener une personne à dormir pendant plusieurs jours d'affilée. Lorsqu'il se réveille, la personne atteinte peut présenter de l'irrationalité, de la léthargie, ou même sembler extrêmement désorientée, des conditions qui pourraient expliquer les supposés épisodes d'éveil que Carolina a connus et durant lesquels il a été affirmé qu'elle se mettait à prier ou à faire du somnambulisme. La cause précise du syndrome reste inconnue aujourd'hui, et la condition n'était pas diagnostiquée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lorsque Carolina Olson dormait à Okno. Des facteurs héréditaires peuvent donc contribuer à son apparition, certaines personnes ayant simplement une prédisposition génétique à développer le syndrome. Cela peut également être dû à un dysfonctionnement du cerveau au niveau de l'hypothalamus, la partie du cerveau qui régule le sommeil, l'appétit et la température corporelle. Le trouble peut être très cyclique et sporadique. Par exemple, une personne qui en souffre peut traverser des semaines ou des mois où elle est très gravement affectée, puis c'est comme si elle n'avait jamais eu le syndrome. De plus, les symptômes sont souvent déclenchés par un incident grave, comme se cogner la tête, ce que Carolina a fait le 18 février 1876, alors qu'ils ont aussi tendance à atténuer les signes du vieillissement, comme cela s'est produit en 1908, lorsque Carolina Olson s'est réveillée et paraissait avoir plus de 20 ans de moins que son âge réel. Un autre aspect typique du syndrome de Klein-Levin inclut un appétit excessif au réveil, bien que cela n'ait pas du tout été présent dans le cas de Carolina. Cependant, s'il existe une explication pour le cas de la dormeuse d'Okno, alors le syndrome de Klein-Levin pourrait en être la cause.
Il est également possible que tout l'épisode ait été une supercherie très élaborée. En 1910, Carolina a rencontré un psychiatre appelé Dr. Freudenstrom. Après avoir évalué son état, il a publié un article à son sujet en 1912 dans lequel il a déclaré qu'il s'agissait d'un cas d'hibernation peu clair, mais qu'il y avait des preuves qu'Olsen se réveillait périodiquement et exprimait de la tristesse et de la colère. Il n'est pas clair s'il s'agissait d'une référence à ses épisodes de somnambulisme et à ses prières marmonnées, mais Freudenstrom a émis l'hypothèse qu'Olsen était une grave hypocondriaque qui, après son accident en 1876, croyait être gravement malade, et qu'ensuite elle restait immobile, les yeux fermés pour susciter la sympathie. Ceux qui ont soutenu qu'il s'agissait d'une ruse ou d'une supercherie de ce genre notent que sa mère l'a peut-être aidé dans sa tromperie et qu'après sa mort, l'un de ses frères a repris ce rôle. Puis, lorsque cette personne qui s'occupait d'elle est décédée en 1907, elle a complètement abandonné la supercherie peu de temps après. Comme la théorie sur le syndrome de Klein-Levin, l'idée que ces 32 ans d'hibernation seraient une supercherie n'est pas prouvée, même s'il paraît difficile de croire qu'elle allait tromper les médecins lui ayant administré l'électrothérapie en 1892 in das Kans. Après la première série de tests médicaux, Carolina a tenté de retourner à Okno et de vivre avec son père et ses 2 frères restants. Cependant, l'affaire de la dormeuse d'Okno suscita un tel intérêt que leur petite maison sur la paisible île suédoise fut submergée par tant de visiteurs et de journalistes qu'ils quittèrent leur domicile et s'installèrent ailleurs pendant un certain temps. Finalement, de nombreux mois plus tard, ils sont retournés sur leur île. Carolina y a vécu une longue vie. Elle est décédée le 5 avril 1950 à l'âge de 88 ans, étant parfois visitée par des personnes désireuses de voir en chair et en os la célèbre dormeuse d'Okno. Son cas reste non résolu à ce jour. Pour notre dernière histoire, nous allons remonter loin dans le temps jusqu'à la campagne toscane. Bia de Médicis est né vers 1536 près de la ville de Florence en Italie. Son père était Cosme Ier de Médicis, mais l'identité de sa mère reste inconnue. À part Cosme, seule sa mère, Maria Salviati, connaissait l'identité de la mère de Bia, mais elle ne l'a jamais révélée et a emporté ce secret dans sa tombe. Certains pensent qu'elle était une paysanne employée par la famille à la Via del Trebbio, mais il est plus admis qu'elle était une noble florentine restée anonyme. Pour mieux comprendre son histoire, nous devons d'abord nous pencher sur la puissante famille dont elle était issue. Les Médicis sont originaires de la région de Magella en Toscane et se sont d'abord imposés grâce au commerce avant de fonder la banque Médicis, la plus grande d'Europe au XVe siècle. Cette richesse a ouvert la voie à leur domination politique à Florence sous Cosme de Médicis et son petit-fils Laurent le Magnifique. Pourtant, ils restèrent citoyens de nom, et ce n'est qu'en 1532 que la famille obtint le titre héréditaire de duc de Florence, Mitobesson, marquant ainsi leur transformation en véritables souverains. En tant que membre d'une branche cadette de la famille Médicis, le père de Bia, Cosme, avait grandi dans la campagne toscane, destiné à une vie respectable mais probablement tranquille, loin des projecteurs politiques. Pourtant, tout allait changer. Le 6 janvier 1537, Alexandre de Médicis, duc de Florence, fut assassiné par Lorenzino de Médicis, un homme qui était à la fois son cousin et son ami. Alexandre, âgé de seulement 26 ans, n'avait pas d'héritier légitime, et ainsi, à seulement 17 ans, Cosme, auparavant un outsider politique, fut nommé de façon inattendue nouveau duc de Florence. Beaucoup des hommes les plus puissants de Florence avaient apporté leur soutien au jeune Cosme, convaincus qu'il serait facile à manipuler, mais ils l'avaient gravement sous-estimé. Derrière son attitude réservée se cachait une détermination farouche. Avec une précision calculée, Cosme prit le contrôle, déjouant ses rivaux et renforçant son emprise sur le pouvoir. Dans les couloirs ombragés du Palazzo Vecchio, il commença à remodeler l'avenir de Florence, posant les bases de ce qui deviendrait un jour le puissant grand-duché de Toscane. Pourtant, alors qu'il forgeait son empire, la vie privée du jeune duc fut révélée au grand jour. Quand Cosimo prit le pouvoir,
sa mystérieuse fille Bia fêtait bientôt son premier anniversaire. Loin de la cacher, Cosimo la reconnut comme sa propre fille et l'intégra au sein de la famille Médicis. Elle fut d'abord élevée à Florence, à l'abri derrière les murs protecteurs du palais Médicis, entourée de nourrices de confiance qui prenaient soin d'elle. En tant que jeune duc, Cosimo tourna désormais son regard vers le mariage, non par amour, mais pour le pouvoir et pour assurer sa lignée. Le nom Médicis portait encore le parfum de la richesse marchande et d'une noblesse récente, et Cosimo savait qu'il lui fallait une épouse dont la lignée pourrait ancrer son autorité dans les cercles aristocratiques européens. Son regard se posa sur Éléonore de Tolède, la belle-fille du vice-roi espagnol de Naples. Leur union était purement stratégique, scellée par une dot somptueuse et la promesse discrète du soutien espagnol. Mariée par procuration le 29 mars 1539, Éléonore rejoignit Florence quelques mois plus tard pour retrouver son jeune époux avec sa fille de 2 ans, Bia. Avec l'arrivée d'Éléonore, Florence resplendissait d'une grandeur retrouvée. À peine âgée de 18 ans, la noble espagnole endossa son rôle de duchesse avec assurance. Mais les chuchotements de la cour se tournèrent bientôt vers sa relation avec la fille de Cosme. Certains affirmaient qu'Éléonore ressentait de la rancœur envers la présence de Bia, une enfant qui avait déjà conquis le cœur de son mari. C'était peut-être de la jalousie. Qui pourrait le dire ? D'autres se souvenant pourtant d'une vérité plus douce, qu'Éléonore traitait Bia avec gentillesse, voire avec affection. Et en effet, la plupart des historiens penchent pendant pour cette version de l'histoire que la duchesse, loin d'être froide, accueillit la jeune fille dans sa nouvelle maison avec grâce. Mais son temps ici ne durerait pas. Quelle que soit la vérité sur sa place dans les affections d'Éléonore, une chose est certaine. Bia fut envoyée vivre à la Villa di Castello, le domaine familial dans les collines près de Florence. Là-bas, loin des formalités de la vie de cour, Bia passait ses journées sous l'œil attentif et expérimenté de sa grand-mère, Maria Salviati. Certains pourraient en considérer son envoi comme cruel, mais Bea n'était pas seule ici. Au Castello, elle partageait à la fois sa maison et sa chambre avec Giulia de' Medici, la fille illégitime du duc assassiné Alessandro. En grandissant, Bia et Giulia devinrent inséparables, plus comme des sœurs que comme de lointaines cousines. Âgée de seulement 2 ans de plus, elle était à la fois sa compagne et sa protectrice, et ensemble elles apportèrent une étincelle de vie à la vieille propriété. Bia se fit rapidement une réputation d'enfant rayonnante et pleine de vie, charmante, vive et juste assez espiègle pour tenir ses nourrices en alerte. Sa nature enjouée et son esprit vif séduisaient prompte tout le monde, mais personne plus que son père. Cosimo, désormais accablé par le poids de gouverner une ville, s'éclipsait de la cour rien que pour lui rendre visite, trouvant auprès de Bia une joie tendre qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne pouvait remplacer. Mais avec la grossesse de son épouse, une question subsistait. Son amour pour Bia allait-il durer ? Ses héritiers légitimes allaient-ils désormais recevoir toute son attention ? À présent, Cosimo et Éléonore étaient solidement installés à la cour ducale et avaient en tourné leur attention vers la production d'héritiers légitimes qui hériteraient un jour de leur titre et de leurs terres. En 1540, Éléonore donna naissance au premier enfant du couple, Maria, et l'année suivante, Cosme fut ravi lorsqu'un fils en bonne santé et héritier, Francesco, le futur grand-duc de Toscane, vit le jour. Beaucoup auraient alors pensé que Bia, née hors mariage, passerait au second plan et recevrait une éducation différente. Mais ce ne fut pas le cas. Lorsque Maria et Francesca furent assez âgées, elles furent elles aussi envoyées à la Villa di Castello sous la garde de leur grand-mère et d'un cercle de nourrices dévouées. C'est là, loin de la politique du Palazzo Vecchio, que les enfants de Cosimo furent élevés ensemble, dans un monde d'ordre, d'éducation et d'affection, avec des visites occasionnelles de leurs parents, occupés à gouverner Florence. Pour élever les Médicis au rang des grandes maisons régnantes d'Europe, Cosimo ne ménagea aucun effort pour façonner l'avenir de ses enfants, et cela incluait Bia. Dès l'âge de 4 ans, elle commença probablement son éducation formelle avec des matinées consacrées à l'instruction religieuse et des après-midi remplis de leçons de bonne manière, de broderie et de musique.
Elle aurait également commencé à apprendre les bases du toscan, et même ses moments de jeu étaient soigneusement structurés sous la surveillance de nourrices et de précepteurs qui prévoyaient de la façonner à l'image d'une jeune fille florentine raffinée. Les années suivantes, ses frères et sœurs plus jeunes emprunteraient une voie similaire, chaque geste étant surveillé par Cosimo et Éléonore jusqu'à leur tenue et leur précepteur. Mais pour Bia, tous ces soins, cet enseignement, toutes ces promesses ne mèneraient à rien. Un jour, à la fin de l'hiver, 1542 Cosimo prévoyait un voyage dans la ville toscane d'Arezzo et décida d'emmener avec lui sa chère Bia. C'était une occasion rare pour le père et sa fille de partager des moments précieux ensemble, loin des exigences de la cour. Pendant ces jours-là, ils étaient inséparables, mais alors qu'ils rentraient en chez eux, ce mois de février, le destin devint cruel. Peu de temps après leur retour à la Villa di Castello, Bia et Giulia furent toutes deux frappées par une forte fièvre soudaine. Cosimo s'assura d'envoyer les meilleurs médecins pour s'occuper d'elle, mais les épidémies se répandues, la médecine sous-développée et la mauvaise hygiène faisaient contrôlant que les chances étaient contre elle. Pourtant, Giulia se remit lentement, mais l'état de Bia ne fit qu'empirer. Cosimo était frénétique, envoyant des ordres pour recevoir des nouvelles en continu, alors que sa fille chérie lui échappait de plus en plus. Du 25 au 28 février, sa dégradation fut rapide et déchirante. Un officier de la cour écrivit « Demain sera encore plus triste ». Le 1er mars 1542, Bia s'est éteinte, probablement des suites du paludisme. Elle n'avait que 6 ans. Sa mort fut profondément pleurée par Giulia, sa grand-mère, et surtout par son père. Bia fut inhumée avec honneur dans la crypte familiale des Médicis à San Lorenzo, pour toujours parmi la dynastie qu'elle avait brièvement illuminée. 6 mois après la mort de Bia, une nouvelle lumière entra dans la vie de Cosimo. Sa fille Isabella naquit. Bien que beaucoup s'attendaient à ce qu'il espère un second fils, ceux qui le connaissaient le mieux comprenaient par la profondeur de son chagrin. L'historien Paolo Giovio a exprimé ce sentiment dans une lettre touchante. « Je vous félicite pour la belle petite fille que Dieu vous a accordée en compensation de celle qu'il a prise pour la rejoindre au paradis. » Isabella allait devenir la favorite de Cosimo et son mariage avec Éléonore resta solide et affectueux. Ils furent bénis avec 9 autres enfants, bien que beaucoup, comme Baia, connurent aussi un destin tragiquement court. Pourtant, l'ombre de la brève vie de Bia ne les quitta jamais complètement. Après sa mort, on croit largement que Cosimo, accablé de chagrin, fit réaliser un masque mortuaire en plâtre de Bia, puis commanda un portrait posthume au brillant peintre de cour Agnolo Bloncino. Le résultat est une image d'une tendresse poignante, une jeune fille parée de blanc et de perles, rayonnante et sereine, immortalisée, non pas dans la vie, mais dans le souvenir. Beaucoup estiment donc que c'est l'une des plus grandes œuvres de Bronzino. Comme la poétesse Tulia d'Aragona l'a un jour décrit, ce portrait renferme une grâce qui séduit, absorbe et captive quiconque le contemple. Aujourd'hui, le portrait de Bia est exposé à la Galerie des Offices à Florence, où sa présence lumineuse continue de captiver ceux qui se tiennent devant elle. Le médaillon au profil de Cosimo, porté par la jeune fille sur le portrait, a confirmé son identité comme sa fille et mis en avant leur lien. À l'origine, le tableau était accroché dans les appartements de la famille Médicis, servant à la fois de tendre rappel de leur enfant, perdu, et de symbole spirituel, les guidant dans la réflexion et l'espoir du salut. Pendant des siècles, on a cru à tort que le tableau représentait Maria de Médicis, la jeune sœur légitime de Bia. Cette confusion a amené certains à supposer que Bia n'était qu'un surnom pour Maria. En réalité, il s'agissait très probablement d'un diminutif de son prénom Bianca, qui signifie « blanc » en italien, bien que certains aient également supposé qu'il pouvait provenir de Bambina, qui signifie « petite fille ». La vérité ne fut découverte qu'en 1893, lorsque l'historien de l'art Cosimo Conti mit au jour des preuves d'archives confirmant l'existence d'une fille distincte, Bia, née de Cosimo avant son mariage, et ainsi le véritable sujet du portrait retrouva enfin son nom légitime. Un autre portrait, celui-ci réalisé par Jacopo da Pontormo, représente Maria Salviati assise avec un jeune enfant sur ses genoux. Pendant des années, les chercheurs ont débattu de l'identité de l'enfant.
Était-ce Baia, Giulia de Medici ou quelqu'un d'autre? Ceux qui soutenaient qu'il s'agissait de Baia mettaient en avant les traits de l'enfant, notant qu'il ne ressemblait pas au portrait connu de Giulia adulte, et se demandaient donc si la relation entre Maria Salviati et Giulia était suffisamment intime pour inspirer une image aussi tendre. Après de nombreux débats académiques et un examen approfondi du contexte historique, le consensus actuel privilégie Giulia comme sujet du portrait. Chaque année, la Galerie des Offices à Florence attire plus de 3 millions de visiteurs et la plupart passent probablement devant le portrait de Bia sans jamais connaître son histoire. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être restés jusqu'à la fin. Si vous avez des suggestions, laissez-moi un commentaire ci-dessous et si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, faites-le moi savoir également. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi, à bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.